Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Et oui, c'est le moment de retrouver notre ami et avocat Charles Bobot pour un point juridique. Au programme aujourd'hui, un sujet qui intéresse tellement de monde, qui nourrit tellement de discussions en copropriété. Il s'agit des travaux en copropriété et leur autorisation. Quand le propriétaire peut-il faire valoir sa liberté d'aménagement intérieur et quand doit-il solliciter de l'Assemblée générale une autorisation ? Évidemment, nous parlerons aussi du sort des travaux réalisés sans autorisation. Sinon, ce podcast ne serait ni intéressant ni complet. Bonjour Charles Bobot. Bonjour Anne-Sandrine. Vaste sujet que celui des travaux en copropriété. C'est un sujet qui vous occupe beaucoup au cabinet ? Naturellement, les copropriétaires ont des tentations de réaliser tous travaux en copropriété selon le régime d'une propriété pleine. Seulement, des règles s'appliquent. Alors, ça peut venir tant des syndicats des copropriétaires que les copropriétaires qui souvent souhaiteraient que un avocat ami ou que le syndic réponde à la question. On verra qu'il y a des limites. Ah oui, tiens, avocat ami, c'est comme médecin en fait. Une fois qu'on est en soirée, on vous pose la question des travaux en copropriété. Oui, mais ça reste mieux que dermatologue. On ne montre pas une verrue. Bon, alors, on va prendre le sujet à bras le corps, si je peux dire les choses ainsi. Où est-ce que la frontière se situe entre des travaux qu'on peut faire sans autorisation, d'une part, et des travaux pour lesquels on doit solliciter une autorisation, d'autre part ? La frontière, on verra qu'elle est poreuse, mais oui. D'un côté, quand on est dans son lot, c'est-à-dire dans son appartement, dans sa cave, dans son parking, on peut réaliser les aménagements comme si on était propriétaire. En revanche, puisqu'il s'agit des parties privatives, donc bien distinguer dans le règlement ce qui est partie privative de ce qui est partie commune, mais à partir du moment où cela concerne les parties communes, eh bien, il est nécessaire d'obtenir une autorisation, mais c'est pas seulement les parties. Alors les parties communes, ce sera la toiture, les couloirs, mais c'est également la structure, le gros œuvre. Et ça, c'est l'article 3 qui indique que c'est dans le silence ou la contradiction, c'est présumé partie commune. Et c'est là qu'on se rend compte que le lot, c'est comme une bulle d'air qui est entourée de structures. Donc il y a au final beaucoup de travaux sur lesquels il y a besoin d'avoir une autorisation. Et oui, il y a un biais psychologique en fait. Quand on dit qu'il y a une présomption de partie commune, c'est peut-être aussi bien de ne pas y croire, souvent. C'est là que naissent les problèmes. Oui, d'un côté, on a un règlement de copropriété qui est trop pelu, qui distingue assez clairement les parties privatives des parties communes, mais parfois celui-là, il est silencieux, et donc les présomptions qui sont établies, on peut les renverser, mais c'est des casuistiques. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les limites étaient poreuse, vous venez parler de casuistique. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce que les juges déterminent si on est dans un cas ou dans l'autre ? Le juge, il va se référer d'abord à la loi. Donc, c'est les articles 2 et 3 pour déterminer si c'est partie commune ou privative. Il va se référer au règlement de copropriété qui a d'ailleurs, et c'est un peu le paradoxe de la copropriété, le règlement, il a une valeur supérieure à la loi pour ce qui est de cette détermination. Et c'est seulement dans le silence du règlement qu'on applique la loi et dans le silence de la loi qu'on applique les règles de jurisprudence. Et c'est là qu'on va retrouver des notions de destination, d'atteinte aux droits des tiers. Et à chaque fois, il devra se poser in concreto sur ces notions, de savoir comment les apprécier pour voir si oui ou non on est dans un régime ou dans l'autre. Donc on a un principe premier qui est un principe de liberté d'aménagement intérieur. Et ensuite, on a des limites à ce principe qui sont... Justement, les deux limites, c'est ceux que je viens d'énoncer. Oui, c'est ça. Le premier, c'est si les travaux ils portent atteinte à la destination, ou d'ailleurs, je préfère le terme affectation. C'est-à-dire que le copropriétaire peut librement affecter son lot. Donc, je donne des exemples. Abattre une cloison qui ne serait pas porteuse. Il peut faire tous les travaux d'aménagement intérieur, changer, je ne sais pas, sa cuisine par une salle de bain. Il
y a pas de, c'est pas figé. Donc le principe, c'est la liberté, sauf si jamais ça porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des tiers. Oui. Et ces notions, voilà, on peut les expliciter à travers quelques exemples. Oui, par exemple, des exemples d'atteinte aux droits des tiers, aux droits des autres copropriétaires. Bien, alors il y en a deux que je vais citer aujourd'hui. Si jamais il y a un changement d'affectation d'un débarras en pièce d'habitation, bien, ça peut porter atteinte aux droits des tiers qui perdent le bénéfice pour les nuisances sonores de l'appartement au dernier étage qui était un appartement d'habitation. D'un seul coup, il va avoir des nuisances. Autre exemple, modification des revêtements de sol dont la qualité phonique est moindre que le revêtement d'origine pourrait entraîner des nuisances pour les occupants de l'appartement situé en dessous. Donc là, sur les droits des autres copropriétaires, ils peuvent être atteints. Ça va dépendre aussi de la proximité de l'appartement par rapport à là où sont situés les tiers. On peut avoir ça si, par exemple, on veut créer des nouvelles places de parking. Et donc, la configuration est assez importante. Les deux exemples que vous avez donnés sont très bien connus des occupants d'immeubles haussmanniens, en fait. La dame qui porte des talons sur le parquet, le monsieur qui met un parquet flottant à la place du revêtement précédent, etc. Ça, c'est la nuisance sonore, c'est vraiment le top des affaires, non ? C'est un des contentieux en tout cas, de l'haussmannien, mais en France entière, parce que le trouble anormal du voisinage, c'est un contentieux qui est abondant, qui ne va pas forcément toujours devant les juges, mais qui préoccupe beaucoup, puisqu'on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe chez les voisins en France, et peut-être même ailleurs. La question qui se pose souvent, on dit que ce n'est pas celui qui a raison, mais celui qui le prouve. Et donc sur tous ces sujets d'isolation acoustique, c'est nécessaire d'avoir des experts qui interviennent pour mesurer par rapport au nombre de décibels. Il y a des effets de seuil. Et donc c'est un contentieux de preuve aussi. Oui. J'aimerais qu'on prenne les choses maintenant dans l'autre sens, même si on a compris, hein, mais on va le dire... On va dire les choses en prenant le problème d'une autre manière. Est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs quand une autorisation de travaux doit être obligatoirement sollicitée ? L'autorisation, à partir du moment où on a un doute sur le fait que les travaux ils vont entraîner une atteinte à la jouissance ou qui peuvent changer la destination de l'immeuble, d'ailleurs ça on n'avait pas parlé, mais on reviendra sur ce deuxième cas, il est nécessaire de demander l'autorisation. Maintenant, et c'est toujours le cas quand on vient me poser la question. Si jamais on estime qu'on est dans son bon droit parce qu'on a vu un architecte qui s'est engagé à ce que abattre le mur porteur, quand le mur n'était pas vraiment porteur, puis en mettant des IPN, ça ne poserait pas de difficulté, ou qu'un réaménagement est possible puisqu'on est loin des tiers, eh bien, si on estime qu'on est dans son bon droit et qu'on fait ces travaux, le seul cas où ça nous permet de s'affranchir d'une décision d'Assemblée générale, certes, mais en cas de saisine d'un juge pour rétablir, eh bien, ce sera le juge qui aura à se prononcer. Alors, d'un côté, ça inverse la charge de la procédure, parce que ce sera au syndicat d'aller engager une procédure. Mais ça dépend à quel point le copropriétaire est serein, s'il souhaite prendre le risque. Et donc, à chaque fois, c'est une question de prise de risque. C'est pour ça qu'on ne peut pas répondre de manière si tranchée. Mais la première des précautions, notamment pour des travaux qui peuvent avoir un impact sur la structure, c'est de faire appel à un bureau d'études, à un architecte, et si possible... en parler avec le gestionnaire, le conseil syndical. Maintenant, si on veut vraiment pas avoir de doute, eh bien, on passe par l'Assemblée générale. Alors, avant de passer au point suivant, on va faire un petit focus, puisque vous venez de le dire, on va parler d'atteinte à la destination de l'immeuble. Ça, c'est important. Oui, alors la destination de l'immeuble, c'est parfois plus parlant en anglais, c'est le standing. C'est-à-dire que le juge, il apprécie les raisons pour lesquelles les copropriétaires ont acquis dans cet immeuble-là et pas un autre. Eh bien, c'est en fonction de son caractère bourgeois, c'est en fonction de ses éléments d'équipement, de sa tranquillité. Et si jamais on a, alors des exemples, l'installation d'une activité commerciale dans des appartements en étage, alors qu'il y avait
uniquement le rez-de-chaussée qui était à usage commercial, ça vient porter atteinte à la destination. Si on installe une salle de jeu de laser dans un immeuble de grand standing, on peut penser à d'autres activités aussi, discothèques, eh bien ça va venir porter atteinte à la destination. Donc à chaque fois, le juge au cas par cas, en fonction de l'immeuble, de sa structure, de ce qui est indiqué dans le règlement, de ses caractères, de sa situation, et ça évolue aussi en fonction des différentes décisions et de la modification de l'immeuble, eh bien il y a ces appréciations qui peuvent venir limiter le droit du copropriétaire. Et je suis certaine que nos auditeurs se souviendront de votre petit conseil, destination de l'immeuble. C'est vrai que ça paraît un peu flou, mais standing, c'est beaucoup plus parlant. Donc, merci. Alors maintenant, on va passer au point suivant parce qu'on va imaginer que des travaux ont été réalisés alors qu'une autorisation n'a pas été sollicitée et qu'on imagine qu'elle aurait dû être sollicitée. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si on se place du côté du syndicat, donc du syndic, le syndic, il va devoir constater. Donc, si c'est apparent, par exemple, il y a des logias qui ont été fermés, l'harmonie de l'immeuble, elle est entachée puisque tous les autres logias sont ouverts, celui-ci devient fermé. Si on l'autorise pour un, est-ce que ça ne va pas créer une forme de contagion ? Donc, on fait constater, éventuellement, on fait faire un constat d'huissier, on envoie un courrier de mise en demeure au copropriétaire, peut-être avant que les travaux soient finis, comme ça on évite que ça soit trop préjudiciable, mais on fait constater et ensuite on met en demeure de remettre en état. Et ensuite, si ce n'est pas fait, on engage une procédure judiciaire. Cette procédure judiciaire, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter ? Une indemnisation ou juste une remise en état ? Déjà, cette procédure judiciaire, il faut l'engager dans les 5 ans à compter de l'infraction, c'est-à-dire de la violation du règlement sur ce sujet. Donc attention, si le délai y passe, eh bien, la personne ne pourra plus être attaquée et donc ça va devenir par prescription extinctive un droit pour le copropriétaire. Donc, obtenir réparation, en France, on n'est pas aux États-Unis, il n'y a pas de dommages et intérêts punitifs. On sait qu'on peut obtenir que la réparation intégrale, ce qui veut dire la remise en état, ce qui veut dire la réparation des frais de justice, les fameux articles 700. Si on agit au fond, on pourra obtenir des dommages et intérêts, mais en référé, ce sera difficile d'en obtenir. Bon, on va peut-être pas rêver de passer à un mode américain de règlement des conflits, parce que c'est extrêmement coûteux et puis effectivement des dommages et intérêts punitifs, c'est extrêmement lourd. Ça dépend des sujets, c'est-à-dire que je comprends très bien en droit de la presse que pour dissuader certains journalistes qui ont des tentations très attentatoires à la vie privée, en sachant qu'il n'y aura pas à chaque fois une procédure, ça soit mise en œuvre. En matière de copropriété, la réparation intégrale me semble également un bon principe. Tout à l'heure, vous avez aussi insisté quand même sur le fait que le délai pour engager l'action était de 5 ans. À vous entendre, il n'était que de 5 ans. Pourquoi est-ce que vous avez insisté comme ça ? Parce que souvent, déjà, ce délai se passe vite. J'ai beaucoup de dossiers dans lesquels on a des copropriétaires qui vont nous soulever cette irrecevabilité. Si on est sur un sujet de droit réel, c'est-à-dire s'il y a une incorporation de parties communes, le délai peut être étendu à 30 ans. Pour amoindrir également la rigidité de ces délais, c'est à compter de la découverte du vice. Donc, si ça se situe dans l'appartement et qu'on ne pouvait pas le savoir, eh bien, ça sera à partir du moment où on en a connaissance. Alors, ce n'est pas pour inviter les conseillers syndicaux très curieux à pénétrer dans les appartements dès qu'ils entendent un bruit, mais quand même, s'il y a une crainte, parce qu'on entend des bruits de travaux élevés, le gestionnaire peut demander une autorisation d'avoir accès au lieu. Donc, il y a quand même une vigilance à avoir sur ce délai. Ouais. Mais je crois que beaucoup de copropriétaires ou de conseils syndicaux ont cette vigilance, non ? Ils ont cette vigilance. Oui. Alors, parfois, ils exagèrent. Oui, ça peut dégénérer à l'abus. Je rappelle que le copropriétaire,
on ne peut pas lui imposer de rentrer chez lui, ça serait une violation de domicile. D'être au conseil syndical, ça ne donne pas non plus cette autorisation. Mais cette vigilance, elle est quand même de mise et elle doit être rapportée au gestionnaire qui, lui, le cas échéant, peut, à travers des mises en demeure et le cas échéant en procédure judiciaire, obtenir avec sous astreinte la permission qu'il y ait un huissier, voire avec les forces de l'ordre qui rentrent pour venir constater ce qui ne va pas. C'est d'autant plus pertinent qu'on a souvent derrière après des problèmes de sécurité en fait. Oui, pour l'immeuble. Exactement. Oui. Ça peut être des problèmes de sécurité, d'incendie, d'inondation. Donc, la sécurité des personnes et des biens est en jeu. Aux copropriétaires qui vous sollicitent sur ce type de sujet, quels conseils donnez-vous ? Alors, j'ai même une question pour l'avocat que vous êtes. Quelles questions de copropriétaires rêvez-vous de ne plus entendre sur cette question des travaux en copropriété ? La pire question, c'est est-ce qu'on est sûr que l'Assemblée acceptera ou refusera ces travaux ? Puisque, vu l'appréciation des critères que je viens d'engager, vu également la prise de risque que le copropriétaire veut ou non prendre, c'est-à-dire est-ce qu'il préfère se confronter à une décision d'Assemblée Générale qui, si elle est négative, le contraindra, même si l'Assemblée Générale devrait le suivre, parce que disons qu'il y en a d'autres qui ont fait ces travaux, il estime que si tous les autres copropriétaires ont la clim, eh bien, il doit avoir lui aussi le droit à cette climatisation, qu'il y aurait une rupture d'égalité. Eh bien, en cas de refus de décision d'Assemblée Générale, il pourra ensuite saisir le juge pour qu'il se prononce. Il y en a, pour éviter cette case-là, eh bien, ils se disent, je vais faire mes travaux sans autorisation et ça se passera bien, ou bien ça sera à eux d'y aller et ils se rendront compte que mes travaux sont conformes aux différents critères qu'on a vus ensemble. Mais la prise de risque, elle est pour le copropriétaire et il n'y aura pas de certitude parce que l'Assemblée Générale est souveraine. Et oui, durant ce podcast, on l'a bien dit plusieurs fois, en fait, tout est question aussi d'évaluation des risques. En fait, chacun évalue son propre risque et puis décide en conséquence. Exactement, c'est une casuistique. Je vous avais même dit que c'était un peu de l'impressionnisme judiciaire, puisque à chaque décision, on a un nouveau point qui se trace et qui nous permet d'avoir une vision de ce tableau, mais c'est par petits points. Eh bien, merci Charles Bobo de cet entretien et puis de ces jolies expressions. Est-ce qu'on sait de quoi on parlera la prochaine fois ? Sans engagement. On n'a pas encore d'idée, mais on va la trouver très vite. Merci. Et puis à vous toutes et tous qui nous écoutez, mille merci de votre fidélité. J'espère que ce podcast vous aura été utile. N'hésitez pas à le partager avec vos proches et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.